Je pense qu'il faut distinguer les historiens de l'astrologie et les philosophes de l'astrologie. Et par exemple, des gens comme Jean-Pierre Nicolas, que j'ai bien connu dans les années 60-70, sont des philosophes de l'astrologie et ils ne s'entendent pas forcément très bien avec les historiens de l'astrologie. Et récemment, j'ai eu affaire à des gens qui relèvent plus de la philosophie de l'astrologie que de l'histoire de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe de l'astrologie? C'est quelqu'un, je pense que des gens comme Patrice Guinard, qui a d'ailleurs fait sa thèse de une thèse de philosophie sur l'astrologie, avec Françoise Bonnardel, il y a une vingtaine d'années maintenant, je crois que ça s'appelait, je sais pas, fondement de l'astrologie, un truc comme ça. C'est à peu près cela aussi. Ce sont des gens qui, en réalité, essaient de penser ce que pourrait être l'astrologie si elle était aujourd'hui élaborée au prisme de nos connaissances actuelles. D'où le manifeste, d'ailleurs, Guinard, aussi bien que Nicolas, sont auteurs de manifestes, puisque on peut considérer que l'ouvrage paru en 1977 pour une astrologie moderne au seuil, ouvrage de Jean-Pierre Nicolas, correspond à un manifeste et l'ouvrage de... Et quant à Guinard, il a publié carrément un manifeste de l'astrologie. Je ne connais pas exactement le titre, mais qui comporte le mot manifeste. Ce sont donc des gens, et je crois qu'ils sont assez suivis finalement, qui se plient à un exercice de style consistant à inventer une astrologie pour aujourd'hui. Qu'est-ce que serait l'astrologie si elle était née aujourd'hui? Alors elle serait marquée par, bien entendu, les planètes au-delà de Saturne, que l'on ne voit qu'au télescope. Elle serait également tributaire d'une tradition symbolique qui nous est parvenue jusqu'à ce jour, et donc qui a connu bien des tribulations et des corruptions depuis son origine. Et Nicolas, carrément, lorsqu'il élabore le système qu'il appelle RET, projette sur la définition des planètes du système solaire un système philosophique qui est à base de représentation, existence, transcendance. On va faire mieux. Et quant à Patrice Guinard, il s'intéresse beaucoup à Deleuze, par exemple, et à d'autres. Je renvoie à sa thèse qu'on peut consulter, je crois, à Paris 1, au centre Tolbiac, l'un des soirs. Je crois qu'il ne l'a pas mise en ligne, enfin je ne sais pas. Ou alors elle est en ligne sur le site du Curat, qui est d'un accès réservé. Et il y a des disciples de Nicolas, encore de nos jours, Nicolas étant toujours en vie, il est né en 1928 ou 29, donc il n'est pas tout jeune, il est plus jeune que Barbeau qui est né en 1921. Et donc, nous avons des philosophes de l'astrologie. Alors, ces philosophes de l'astrologie, ils réfléchissent sur ce que pourrait être aujourd'hui l'astrologie. Comment elle aurait pu être pensée aujourd'hui. Alors, en face de ces philosophes de l'astrologie, qui, à mon avis, sont complètement dans l'anachronisme, puisqu'ils ne tiennent absolument pas compte de l'histoire de l'astrologie,
de la genèse de l'astrologie et de la façon dont l'astrologie pourrait nous avoir imprégnés, en quelque sorte, au cours de la longue durée. Pour eux, l'astrologie, c'est une réalité cosmique qui voudrait dire que le cosmos lui-même est philosophe, en quelque sorte, qu'il est conceptuel, ce qui est exactement la position de Nicolas. Quand il rapproche Saturne, Uranus ou Vénus de tel et tel concept, ou de combinaison de concepts, il fait de la philosophie une sorte de mathématique de langage universel. Et ces gens-là n'ont rien à voir, rien à faire avec les astrologues d'autrefois. Ça ne les gêne pas du tout que l'astrologie d'autrefois n'ait pas connu telle et telle donnée actuelle. Ça ne les gêne pas de savoir, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, que bien évidemment, avec les outils nouveaux qu'ils proposent, ça laisse entendre que les astrologues d'autrefois étaient absolument incapables de prévoir quoi que ce soit, ou de comprendre quoi que ce soit, par le biais de leur science. Philosophes de l'astrologie. Et puis en face de ces philosophes de l'astrologie, qui donc élaborent des choses sur la base de ce qui nous est parvenu et sur la base de ce que nous savons du cosmos aujourd'hui, il y a les historiens de l'astrologie comme moi, et d'une certaine manière comme Michel Gauquelin, qui essayons de voir ce que l'observation du monde nous donne à comprendre du cosmos astrologique. Car Gauquelin, finalement, c'est ce qu'il fait. À partir de catégories professionnelles, bien connues, bien répertoriées, dans des annuaires d'ailleurs, il va se demander s'il y a des facteurs célestes, des configurations célestes, qui rendent compte de la spécificité de chacune de ces catégories socio-professionnelles qu'il associe à 4, 3 d'abord, en 55, Mars, Jupiter, Saturne, puis ensuite il rajoutera, et à mon avis c'est pas forcément une très bonne idée, la Lune et Vénus. C'est pas une question d'idée. Enfin bon, à mon avis, il faudrait quand même... Bon. En tout cas, en 55, donc il y a 60 ans, il avait un trio. Et moi, en ce qui me concerne, je considère en effet que ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on sait de l'astronomie, qui doit nous dicter ce que doit être l'astrologie, mais ce que les hommes vivent des configurations astrales. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, on a reproché à Gauquelin de ne pas avoir accordé soi-disant d'importance à Uranus, à Neptune, à Pluton, ni même d'ailleurs à Mercure ou au Soleil, puisqu'il n'a pas de résultat sur ces sujets-là. Mais ça, c'est le point de vue du philosophe, qui lui réfléchit comme ça, dans l'abstrait, voilà, pourquoi pas. Mais l'historien, lui, il a une pesanteur qui n'est pas celle du philosophe. Il se demande qu'est-ce qui a finalement fonctionné au niveau des configurations astrales pour l'humanité. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'on a fait fonctionner, on peut discuter longuement là-dessus. Et donc par conséquent, de la totalité des configurations possibles, l'historien finit par ne garder que quelques éléments. Et ça, pour le philosophe, c'est insupportable. Pourquoi pas Uranus? Pourquoi vous ne prenez que Saturne, etc. Pour l'historien, c'est totalement légitime, puisqu'il n'invente rien, il se contente d'observer. Donc, si c'est comme ça que ça s'est passé, ça c'est comme ça s'est passé. Il ne va pas transformer l'astrologie au prisme de ce que nous savons aujourd'hui ou de ce que nous croyons aujourd'hui. C'est évident. Par ailleurs, l'historien, comme je disais tout à l'heure, il ne va pas prendre cette tradition qui nous est parvenue comme une sorte de fait acquis au sens presque de l'évolution hegélienne, marxienne,
à savoir, voilà, le savoir astrologique comme une langue, eh ben, il a évolué, il s'est transformé, et voilà ce qu'il est devenu. Parce que ça aussi, c'est une approche philosophique. Ce qui est devenu, hein, ce que cela a donné, ce à quoi ça a abouti. L'historien, ça ne l'intéresse pas des masses, ce genre de démarche. Ce qui l'intéresse, c'est, il y a l'expression, les écrits restent. Mais les écrits restent, mais ils restent parfois dans un état déplorable, dans un état de délabrement. Donc les écrits restent. La carte n'est pas le territoire. Et les écrits, c'est la carte. Le territoire, c'est la réalité, dont les écrits peuvent être l'écho, le reflet plus ou moins fidèle. Donc, l'historien, c'est aussi celui qui est capable de restituer la genèse de toute une histoire, justement. De l'histoire des relations compliquées entre l'astrologie et l'astronomie, par exemple. L'histoire des techniques astrologiques, des dispositifs astrologiques, que sont les signes, que sont les noms des planètes, que sont les noms des maisons. Parce que je dis ça délibérément. On travaille sur des noms. Qu'est-ce que c'est que ces noms qui sont donnés aux planètes, aux signes? Parce que souvent les gens n'arrivent pas à dissocier l'objet du nom qu'il a reçu. Mais totalement, on peut totalement le dissocier. Il y a des planètes, et puis il y a des noms qui sont donnés aux planètes. Il y a des signes des secteurs, et puis il y a des noms qui sont donnés aux secteurs. Il y a des maisons astrologiques, et puis il y a des noms, des attributions qui sont données aux maisons astrologiques. Il y a des aspects, et puis il y a des significations qui sont accordées aux aspects. Mais on est dans une sorte de nominalisme qui fait que finalement, les objets ne sont connus que par les noms qu'on leur a donnés. Et donc le philosophe, lui, il est dans une approche linguistique. Donc ce sont à la fois des philosophes de l'astrologie, mais aussi des gens, et d'ailleurs on sait à quel point la philosophie et le langage sont liés considérablement, par le biais du sémantique notamment, du morphosémantique. Donc finalement, oui, le langage est important, les noms qui sont donnés aux objets sont importants pour le philosophe, parce que le philosophe, il est finalement quelque part prisonnier du langage. Et d'ailleurs, quand il philosophe sur le monde, il est inévitablement prisonnier des catégories terminologiques existantes. Par exemple, il va dire l'homme. Bon, puisque dans le langage courant on dit l'homme, pour désigner la totalité du genre humain, eh bien le genre humain a une existence aux yeux du philosophe. Plus peut-être que le masculin et le féminin, que l'homme et la femme. Le langage est déjà une forme d'abstraction, et d'une certaine manière une forme de philosophie. Donc je ne dissocierai pas le philosophe de l'homme qui est imprégné du langage. Et l'historien, lui, eh bien, le langage, il a une approche critique, mais une approche distanciée, il a une approche étymologique, il a une approche qui consiste à comprendre pourquoi le langage a évolué, pourquoi les langues ont évolué. Moi-même, je suis à la fois historien des textes et des langues, donc pour moi, ce ne sont pas des corpus intemporels et qui ont une sorte de développement comme un arbre aurait un développement, comme une plante aurait un développement. Cette dimension végétale, en quelque sorte, de la tradition me paraît dérisoire. Non. Les choses se dégradent. Moi, je suis assez guénonien de ce point de vue-là. Elles se dégradent, elles ont été structurées, elles ont eu une cohérence, elles ont eu un plan, un programme, et puis, par la suite, évidemment, pour toutes sortes de raisons liées à l'histoire, aux êtres humains, aux transmissions, tout ça se dégrade et devient assez rapidement indéchiffrable. Mais il y a toujours ces noms qui sont donnés, sur lesquels on peut gloser, avec lesquels on peut jongler. Donc, nous avons là le milieu astrologique qui est en fin de compte écartelé, si on peut dire, entre
les astrologues, philosophes et marqués par le langage, et les astrologues historiens, et qui ont une approche qu'on pourrait appeler critique, comme on parle de la critique biblique, par exemple. C'est-à-dire qui essaie de décortiquer, d'analyser, de comprendre comment les choses ont pu évoluer, ont pu se dégrader, et il essaye de retrouver une structure cohérente, en quelque sorte pure. Et dans ce sens-là, effectivement, on peut parler d'une forme de structuralisme, mais le structuralisme, il est valable dans les deux camps, puisque quelque part, quelqu'un comme Guinard ou Nicolas va montrer que structurellement, l'astrologie a différents compartiments, les maisons, les signes, les aspects, les planètes, et que tout ça, ça fait un ensemble tout à fait cohérent, où il n'y a rien à jeter. Bon, donc il y en a qui se projettent en quelque sorte vers l'avenir. Ce sont les astrologues philosophes qui disent que bon, ben, les choses deviennent ce qu'elles doivent devenir, quelque sorte, pour parler un peu comme les existentialistes et les sartriens. Et puis d'autres qui disent qu'au contraire, ce qui est important, c'est de retrouver l'origine des choses, la cohérence des choses, et de retracer les tribulations, les avatars de ces différents savoirs, en étant convaincus que ce qui a été établi dans le passé lointain continue à nous marquer profondément aujourd'hui, d'où l'importance d'étudier le monde tel qu'il est aujourd'hui, parce que ce monde tel qu'il est aujourd'hui, il nous parle en fin de compte d'une astrologie d'hier, je veux dire, une astrologie originelle, une astrologie fondatrice. En fin de compte, nous ne sommes pas, les hommes aujourd'hui ne sont pas marqués par cette astrologie, cette littérature astrologique dont se satisfont les philosophes. Elle est marquée par la perpétuation, la pérennisation de structures extrêmement anciennes qui se sont ancrées dans l'inconscient collectif, si on veut, et dans l'ADN, si on veut, et qui font que nous sommes programmés pour capter certaines configurations et pas d'autres. Et ça, le philosophe, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas que il y a eu des choix, il y a eu des sélections, il y a eu même des erreurs peut-être qui ont pu se produire, mais des erreurs créatrices, pourquoi pas. Et donc, il y a une sorte de dialogue de sourds autour de l'astrologie, autour de l'enjeu astrologique, entre les philosophes de l'astrologie et les historiens de l'astrologie.